Rapidement, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Maria, j'ai eu un passé en entreprise, plusieurs décennies en entreprise, dans un grand groupe dans lequel j'ai eu la chance de développer plusieurs fonctions, de créer moi-même mes rôles. Et j'ai beaucoup navigué dans le domaine du recrutement, de l'évaluation, de la formation, de la mobilité, des sujets qui sont proches, qui font partie du talent management. Et j'avais à cœur de partager cette expérience avec vous, et plus particulièrement les dernières expériences que j'ai eues en tant que VP Talent Management, qui me semblaient assez fructueuses et assez riches. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Alors, encore faut-il que ça avance. Voilà. Donc, le menu que je nous ai concocté aujourd'hui, d'abord une courte introduction, c'est ce qui va se passer là maintenant. Et après cette introduction où je vais vous proposer des éléments sur le talent management, le témoignage, proprement dit, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai fait, finalement les enseignements qu'on peut en tirer, et puis la synthèse aujourd'hui, surtout d'une manière générale par rapport à notre contexte. Donc, voilà notre agenda. Et dans cet agenda-là, je vais vous inviter à certains moments à réagir dans le chat, donc à réagir à des questions ou à commenter, de manière aussi à prendre en compte vos perspectives, vos préoccupations. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes là parce que vous êtes curieux, vous êtes là parce que vous avez un contexte professionnel où vous vous posez des questions, vous avez peut-être des attentes par rapport à cet atelier, enfin ce webinaire qu'on va faire ensemble, ou une expérience à partager. Donc, ma question pour vous, ma première question dans le chat, c'est le talent management pour vous, c'est quoi? Et je vais inviter Nathalie à m'aider à voir quels sont les commentaires et à relier les commentaires pour les partager avec tous. C'est OK pour toi, Nathalie? Il faut que tu remettes ton micro. Oui, pardon, bonjour. Et oui, je vais aider, je vais assister Maria justement dans l'animation de ce webinaire, mais surtout effectivement sur les interactions qui sont vraiment des choses hyper intéressantes et qui donnent du sens à ce genre d'exercice qui n'est pas simple puisqu'effectivement, nous sommes en visio. Donc oui, si vous réagissez, c'est parfait sur le talent management pour vous, c'est quoi? Une expérience, une connaissance, des attentes, un questionnement. Moi, directement, c'est effectivement des attentes et un grand questionnement. Mais merci de bien vouloir N'hésitez pas à partager. vous manifester. Et le choix des verres de couleur, Maria? Eh bien, en fait, ce sont différentes perspectives et puis différentes expériences. On peut avoir, on va dire, justement, pas une vision uniforme du talent management. Je ne prétends pas définir la définition suprême, et c'est intéressant pour cela d'avoir les expériences des uns et des autres aussi, parce que si on est tous là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous intéresse. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de participation sur ce sujet? Peut-être que c'est justement un sujet peu connu. Voilà, on commence à avoir un premier commentaire de Marie-France. Ouais. Qui permet d'évaluer les talents, prévoir des plans de carrière pour les garder dans l'entreprise. Donc, Ah, mais non. Merci Marie-France. Blandine, c'est aussi proposer des évolutions et des opportunités. Accompagner chaque collaborateur dans sa montée en compétences en fonction de ses aspirations et de son potentiel. Oui, chacun de ces éléments sont intéressants.
Manager, cultiver, fédérer des ressources, des compétences, accompagner le développement. Oui, il y a des mots-clés. Dans chacun de vos commentaires, il y a des mots sur lesquels on va pouvoir s'appuyer dans cette conférence. Alors, pour poursuivre, et on va dire que ceux qui n'ont pas encore réagi, n'hésitent pas à le faire. Tous les commentaires pour nourrir le sujet sont les bienvenus. Mais je vais continuer et commencer par effectivement ce mot de talent. Donc, le mot de talent, il a une origine. Et pour la petite histoire, il a émergé dans les années 90. Il a émergé parce qu'il y avait une pénurie de talents et une recherche de compétences spécifiques. Et d'ailleurs, c'est peut-être familier à certains d'entre vous qu'on a commencé à une époque, on parlait de guerre des talents. Guerre des talents parce qu'on se battait pour avoir des profils particuliers. Guerre des talents parce qu'il y avait des changements et ces changements démographiques faisaient que on avait besoin de certains profils et on ne les trouvait pas. Et puis, dans le contexte dans lequel on est, il y a de plus en plus une individualisation de la gestion des ressources humaines. Et donc, le mot de talent s'est substitué au mot de salarié, collaborateur, en étant aussi beaucoup plus valorisant. Et il s'est installé dans notre vocabulaire des ressources humaines. Et puis, pourquoi talent? Parce que non seulement il y a une gestion, une expérience individuelle du collaborateur, mais il y a un besoin de reconnaissance. Et cette reconnaissance, ce mot-là, de talent tout court, symbolise très très bien la période actuelle, alors qu'avant, autour de cet élément spécifique de gestion des collaborateurs, de leur mobilité, de leurs aspirations, on aurait parlé de mobilité ou de gestion de carrière, là où aujourd'hui, on parle de talent management, beaucoup plus valorisant aussi dans le choix du mot. Alors, si vous avez des réactions, n'hésitez pas au fil de l'eau à m'interrompre. Et c'est pour ça que dans la continuité, moi, il m'a semblé intéressant de mettre sur cette slide que je viens d'afficher, déjà la définition du talent. Et il y a 3 notions. La première, c'est le talent, c'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Donc, on a une aptitude, par exemple, pédagogique particulière. On a, en deuxième lieu, une capacité, un don remarquable, et donc le talent de peintre, par exemple. Et en troisième lieu, il s'agit d'une personne, dans ce cas, d'une personne douée en telle activité. Donc, le talent, il a un aspect spécifique. On est talentueux en quelque chose de spécifique. Ça, c'est la définition, on va dire, classique, générique. Et puis, on se l'est approprié en entreprise. Et donc, en entreprise, il y a 2 volets. D'ailleurs, j'aurais pu mettre haut potentiel en premier. La première chose qui a caractérisé les revues de talent ou la gestion de la carrière dans les entreprises, c'est l'accompagnement des hauts potentiels. Voilà, avec un ciblage particulier de ces hauts potentiels. Et puis, plus récemment, depuis déjà plus d'une dizaine d'années, plus d'une vingtaine si on parle à l'échelle sans doute des USA ou d'autres destinations, eh bien, progressivement, on est considérés comme ayant tous un talent ou des talents. On est tous talentueux. Et d'ailleurs, il y a un livre collectif de Jean-Marc Peretti qui s'appelle « Tous talentueux » et qui traite de ce sujet-là. Et donc, je me suis inspirée de ce titre que je trouvais très intéressant pour, on va dire, évoquer que cette notion de talent, maintenant, elle est portée par toutes les personnes qui œuvrent dans une organisation. Et puis, au-delà de cette définition du mot talent, il y a des préoccupations actuelles déjà un petit peu évoquées. Est-ce qu'il y a
pénurie de talent ou est-ce qu'on ne les considère pas? Est-ce qu'on est si sûr qu'on a considéré tous les talents dans l'entreprise? Est-ce qu'on met certains profils de côté et donc est-ce qu'on s'exclut comme ça de la diversité? À ce propos-là, j'avais une anecdote à vous partager. Dans le cadre de ma vie professionnelle, j'allais sur différents sites, en l'occurrence différents hôtels. Il s'agit d'un hôtel à l'étranger assez fameux. Et dans cet hôtel, j'ai été frappée de voir une chose, c'est que tous les salariés avaient un profil très identique en âge. Donc, il se trouve qu'ils étaient tous relativement jeunes, dans une tranche de décennie. Et ça m'avait tellement frappée que je l'avais partagé en disant à une de mes collègues, en disant, mais comment se fait-il que vous ayez uniquement ces profils-là? Parce que quand vous avez ces profils-là, eh bien vous pouvez être certain qu'au même moment, ils vont avoir envie de la même chose, hein, d'une promotion ou de partir. Et de cette manière-là aussi, où est la diversité? Si les personnes se ressemblent toutes, et où va se trouver la diversité de leurs aptitudes et même de leurs compétences, de leurs soft skills. Donc ça, c'est, je pense, un grand sujet qui émerge, bien sûr, et qu'on retrouve à d'autres endroits, ce sujet de diversité, mais dans le talent management, je pense qu'il y a de quoi faire. Ensuite, quand on parle de talent, dans la définition, il y avait le mot d'aptitude, de capacité. En entreprise, on parle de compétences. Et puis, sur ces fameux soft skills que Lucas a évoqués en tout début, est-ce qu'elles sont transférables, ces soft skills? Est-ce qu'on les regarde comme transférables quand on considère les profils des personnes et ce qu'ils sont capables de faire dans l'avenir? Est-ce qu'elles sont transverses? Est-ce qu'elles sont spécifiques? Puisque dans le talent management, il y a, on va dire, ces aptitudes-là que sont les compétences. À cet endroit-là, est-ce que vous avez des réactions, notamment sur tous talentueux ou uniquement les hauts potentiels? Est-ce que vous avez des commentaires à faire à cela? N'hésitez pas à apporter votre expérience à ce sujet-là, votre témoignage à vous également. N'hésitez pas à nourrir le chat pour qu'on puisse aussi rebondir sur d'autres exemples peut-être. En fait, si je reprends ce que tu dis qu'en fait, avant, on a vraiment les talents, c'était les hauts potentiels. Ensuite, effectivement, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait tous des talents et qui sont intéressants à identifier. Est-ce que tu dirais que, enfin, moi j'anticipe parce que tu as dit, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de talents et d'où elle vient? Est-ce que finalement, c'est parce qu'on a trop tardé à aller sur cette notion de tous talentueux? Je pense qu'on continue à faire les deux, moi, selon les organisations, hein, à considérer tout le monde comme à considérer uniquement certains. Ça va dépendre du contexte de l'organisation, de son histoire, de sa taille, de la maturité de ses outils, puis de ses préoccupations. Si elle a avant tout une préoccupation de recrutement, elle dira, bon, j'ai une pénurie, il me faut des talents, où aller les trouver? Donc là, c'est un petit peu moins le sujet d'aujourd'hui. Elle peut aussi te dire, bon, j'ai une pénurie de talents, je n'ai pas les gens qu'il me faut dans l'organisation, il faudrait tous les changer. Bon, alors ça, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est plus facile de changer de vêtements, de renouveler ça que de renouveler les personnes. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement des compétences. Et c'est toujours une difficulté pour l'entreprise que d'articuler le court terme et le moyen terme, hein, puisque le court terme prend le dessus. C'est tout de suite maintenant que ça se passe. Donc, c'est ce qui fait, par rapport à ta question, qu'on peut à certains endroits se dire, ben non, ma priorité, elle est dans le recrutement, donc je ne peux pas m'occuper du management. En attendant, il y a quand même des personnes qui sont là. Mais c'est toute cette difficulté de comment on arrive à faire les deux, à considérer que il faut mettre des moyens sur la gestion des ressources humaines. Hein. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Donc, on a un commentaire d'Aurélie, je crois. Hein.
qui nous dit « Je partage votre avis sur le fait que les dirigeants écartent parfois des talents au profit d'autres et ainsi s'estiment en pénurie de talents alors que ces derniers sont un interne. » Il y a aussi une prise de conscience sur le fait que le collaborateur est un talent et plus un salarié. Donc, un changement de statut, de perception, un changement de reconnaissance. Donc ça, c'est déjà un premier pas. C'est la valeur que chacun peut apporter à son travail, à une contribution collective. Ça, c'est plutôt une bonne évolution, je pense. C'est OK pour toi, Nathalie, par rapport au partagé? Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer, puisque dans notre intitulé de ce webinaire, il y avait 2 mots, talent et management, d'aller sur management. Et là, de partager avec vous ce qu'on met derrière management. Déjà, il y a 2 choses qui s'additionnent et qui ne sont pas de même nature. Et je devrais peut-être là commencer par le bas de la page. Il y a finalement pour les entreprises, les organisations, à certains moments de leur histoire, la volonté, le besoin de maîtriser le fait que l'organisation va grandir et de quelles ressources j'ai besoin. Donc, je veux obtenir finalement la photo complète et pouvoir piloter les changements, ce qui est tout à fait louable, puisque ça veut dire mettre les bonnes personnes au bon endroit. Donc ça, c'est tout à fait louable, mais ça veut dire que je maîtrise. Et donc, pour maîtriser, qu'est-ce que je fais? Je fais une sorte de mapping, une cartographie de mes ressources. Qui fait quoi et qui fait comment, et qui obtient quel résultat, en l'occurrence. C'est ce qu'on va voir. Donc ça, c'est structuré, c'est maîtrisé, c'est piloté. Et puis, par ailleurs, on parle du développement de l'autonomie du collaborateur, du salarié, du talent. Donc, en fait, on a quelque chose de très individuel et à côté de ça, on met beaucoup de structures. Et ça, des fois, ça peut créer, en fait, des télescopages, quoi, parce que le process, à certains moments, le risque, c'est qu'ils prennent le dessus. Le process de maîtrise du management prend le dessus sur l'individu, le développement lui-même de l'individu. Comment on va combiner les deux, cette dimension individuelle et cette dimension de maîtrise de l'organisation. Voilà, ça, c'est un challenge, notamment pour les ressources humaines. Et les managers, qui sont en première ligne, eux aussi. Voilà pour les 2 mots-clés de l'intitulé de ce webinaire. Ça a donné l'opportunité de mettre des éléments. Et là, j'aimerais, si c'est OK pour vous, s'il n'y a pas de questions à ce stade, témoigner en fait de ce que j'ai vécu dans mon dernier poste et surtout du contexte. Parce que je pense qu'au préalable, c'est dans quel contexte vous êtes. C'est le contexte qui va faire que vous allez, on va dire, militer ou définir que vous avez besoin d'entrer dans une démarche de talent management aussi. En l'occurrence, au moment où j'ai pris le poste, l'entreprise venait de recruter un nouveau CEO. Et l'entreprise avait eu successivement plusieurs DRH dans une période relativement courte. Ce qui fait que finalement, il y avait des choses qui étaient pilotées comme la gestion des rémunérations des 4 dirigeants. Là, je parle d'une manière centrale, je ne parle pas des business units qui, elles, vivaient leur vie, mais d'une manière centrale, globale, pilotage des rémunérations avec un historique de gestion des carrières, d'adéquation poste-personne, donc on va dire une histoire sur ce sujet, mais finalement des changements rapides de DRH qui font que ce sujet-là était moins adressé ou peu adressé, donc il n'y avait pas un pilotage global. Donc, ça veut dire que je n'avais pas de handover. Je redémarrais finalement avec une page blanche. Ça, c'était mon contexte.
Donc, une prise de poste avec une page blanche et des questions brûlantes à ce moment-là, qui sont sans doute plus du tout les mêmes aujourd'hui. Mais à l'époque, et c'est peut-être le cas pour vous, c'est qui sont nos talents, hein? Où sont-ils? Comment les retenir et comment les développer, hein? Avec une espèce de sentiment d'urgence pour les dirigeants on manque de ressources pour faire face au changement, à la transformation. Donc, c'était vraiment un sujet hautement important et stratégique, comme il l'avait été par le passé, mais avec une actualité, un sentiment de non-maîtrise, justement. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé. Et à ce moment-là, la première chose par laquelle j'ai commencé, c'est ce que je viens de vous décrire, c'est cette histoire de mapping. Alors, le mapping, c'est finalement que font les personnes, comment elles performent, principalement ça, et puis sont-elles promotionnables? Est-ce qu'elles, la définition, la promotion, est-ce que je peux prendre, est-ce qu'on fait la prédiction que je peux prendre un poste supérieur? Bon. Ça, c'était l'exercice d'urgence. Le deuxième exercice qui était discuté avec un certain nombre de DRH, c'est de dire, bon, de toute façon, là, il faut que les people reviews soient remises en place. La première urgence, c'est qu'il y ait une instance de travail en commun avec les managers, c'est ces fameuses people reviews, rapprocher l'offre, les ressources des postes qui vont être disponibles. Bon, avec une espèce de choix on va maîtriser les deux. On va essayer de maîtriser les deux et on fait les deux. On a fait une tentative, sachant que pour le contexte, et j'ai oublié un point essentiel, c'est bien que ce soit une entreprise très importante, de très grande taille, il n'y avait pas de système d'information. Et ça, c'est très, très important à indiquer parce que c'est peut-être aussi votre cas. Aujourd'hui, il y a, on va dire, des tas de modules disponibles dans les SIRH. Ce n'est pas le fait que il n'y avait pas la possibilité d'avoir ces modules, c'est qu'il faut qu'ils soient interfacés avec les outils de paye pour que ça marche et que dans le cas de cette entreprise, c'était pratiquement pas possible à réaliser globalement. Donc, on se retrouvait, et les RH se sont retrouvés, la communauté, à travailler avec moi sur un outil manuel, un très bel outil Excel. Bon, ça, je vais y venir un petit peu plus tard. Donc voilà, vous avez le contexte un premier exercice de mapping, un premier exercice de talent review qui n'était pas satisfaisant. Et il était d'autant pas satisfaisant qu'il nous manquait des repères stratégiques. Alors, un repère stratégique, pour moi, c'est de comment on définit qu'on a un talent. Et c'est là ce qu'il y a sur cette slide, que j'espère vous voyez bien. Donc, un talent, c'est quelqu'un qui performe. Et il performe grâce à quoi? Parce qu'il a un certain nombre de compétences. Et là, peut-être que dans votre entreprise, vous avez quelques compétences qui sont définies. Donc, c'est là-dessus, c'est de ça qu'on parle. Quelques comportements attendus avec ces compétences. Chaque personne a des connaissances qu'elle active et une expérience. Et si elle l'active bien, c'est dans le cadre de son potentiel, parce qu'elle est motivée, parce qu'elle a un continuum d'apprentissage, c'est-à-dire que elle aime bien, elle est ouverte à l'apprentissage, elle s'engage parce que cette personne partage les valeurs dans l'entreprise et elle démontre l'attitude en lien avec les valeurs. Là, je vous ai mis une définition telle que nous, dans cette entreprise-là, on l'a constituée, c'est la première fois qu'on l'a constituée. Car comme je vous l'ai dit au départ, on avait une définition de la performance, c'est j'affiche des résultats, voilà, et donc je suis performant, j'affiche des résultats et j'ai du potentiel, on fait le pronostic que je peux prendre plus de responsabilités. Et là, vous le voyez, c'est très différent de cette définition historique qui avait le mérite d'être simple, hein, et on va dire plus ou moins partagée par tous, mais là, on est arrivé à un autre niveau de maturité collectivement, hein, puisqu'il y avait des endroits dans l'entreprise, c'est une entreprise internationale
qui étaient plus en avance et puis d'autres qui n'avaient pas ces éléments-là. Et donc là, c'est devenu une définition partagée par tous. Donc ça a été un changement, mais un changement, là, pour le coup, massif, parce que ça a permis de poser ce qu'on attendait, y compris de faire connaître ces notions-là aux collaborateurs. Et puis de dissocier le fait d'avoir des résultats. Ce n'est pas parce qu'on a des résultats qu'on est toujours aussi engagé, qu'on est ouvert à l'apprentissage et qu'on est si motivé que ça. Il faut séparer la notion de résultat, la notion de performance et de potentiel. Voilà, peut-être qu'à ce stade, avec cette définition qui est quand même, qui est une proposition, peut-être que vous avez des réactions, des questions ou des commentaires. C'est peut-être, en tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer à ça, sachant que, derrière les notions de compétences, il y avait des éléments spécifiques. Derrière ce qu'est l'aspiration ou l'engagement, il y avait des définitions qu'on a constituées. Je vais vous expliquer un petit peu comment. Ok. Justement, quand on est sur la performance, j'ai compris compétences. Comportement, donc c'est clairement des soft skills. Oui, et même certaines compétences, en fait, tu as tout à fait raison, dans les référentiels de compétences qu'on avait, il y a une partie métier qui était en vérité assez peu développée et une partie compétences du type soft skills, comme la capacité à communiquer, la capacité à décider. Et donc, pour indiquer qu'était la capacité à décider, on avait des comportements attendus. On illustrait de comportements attendus. Donc, c'est des compétences qui, comme ce sont des soft skills, elles s'expriment par des comportements. Donc, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et juste dans l'expérience, moi je suis curieuse, c'était en termes d'expérience, je dirais, conduite de projet machin, ou expérience plutôt pour qualifier la seniorité ou la juniorité? Je ne sais pas si ça existe. Alors, l'expérience, c'est ce qu'on amène dans la performance au sens générique. Donc, c'est propre à chacun et ça s'étoffe au fil de la carrière. Là, sur le point de l'expérience, il n'y avait pas un attendu. Mais en fait, le fait d'expliquer aussi à l'interne que la performance, c'est une combinaison d'éléments à prendre en compte, ça a un effet plutôt pédagogique, mais il n'y avait pas, c'était pas un critère en soi. C'est en fait plus un élément pédagogique, finalement, pour expliquer de quoi est constituée la performance d'une personne et qu'est-ce qui doit être regardé. Je te remercie beaucoup parce que c'est vrai que là, ça m'ouvre un champ des possibles super intéressant. Et voilà, je pense que la suite va… Enfin, je ne te pose pas de questions parce que sinon j'en aurais des milliers, mais que tu vas répondre déjà un petit peu aux questions qu'on se pose. D'accord. En tout cas, je vais essayer. Alors, attention que je n'aille pas trop vite. Donc, avant que j'en vienne à la slide suivante, ce qui a fait avancer le processus, c'est l'introduction d'un outil, alors qui était peut-être utilisé de manière très, très spécifique dans un des pays de l'organisation, mais surtout qui avait été déjà expérimenté par un dirigeant dans une autre organisation. Il en a fait la promotion. Et puis, tout simplement, on s'en est saisi parce que c'est une entreprise très pragmatique. Et à l'époque du poste, ce qui était assez clair, c'est qu'on était en retard par rapport à d'autres entreprises de même taille sur ce sujet du talent management. Et je vous ai expliqué que ça venait en partie du contexte qu'on avait vécu. Et donc, assez simplement, on dit, bon, pour rattraper le retard, on va utiliser ce qui a fait ses preuves ailleurs. Et donc, on s'est engagé dans l'introduction de cet outil qui s'appelle la Ninebox. Alors, la Ninebox, vous trouvez de multiples images sur Internet. Et du coup, cette conférence m'a amené à approfondir un petit peu ça. Donc, ce que je peux vous expliquer, c'est qu'elle a été développée par McKinsey dans les années 70 au bénéfice de General Electric et qu'elle servait à faire un pronostic
pour des unités commerciales, donc des business units, et faire un pronostic de viabilité d'investissement pour le futur, et que progressivement, elle est devenue un outil de gestion des talents et de plan de succession du top management. Encore aujourd'hui, en tout cas, on trouve ce modèle-là dans les modules, on va dire, de SIRH. Hein. On trouve ce concept-là dans un certain nombre de modules SIRH. Donc, nous, la particularité, c'est qu'on l'a mis en place manuellement. Elle est assez facile à comprendre. Donc, l'avantage de cette Ninebox, c'est que les managers peuvent se l'approprier assez aisément. Donc, sur un axe, vous avez la performance qui peut être soit faible, soit modérée, soit élevée. Pareil pour le potentiel, moyen, modéré, élevé, avec les combinaisons et avec un peu des intitulés. Et on a cette dénomination de star ou de talent at risk. Et donc, ce qui fait souvent le focus dans une organisation, en tout cas au niveau des dirigeants, c'est où sont mes stars, où sont mes hauts potentiels, entre guillemets. Et puis globalement, ce qui est en fait écrit dans différents articles, revues, c'est que la population des hauts potentiels par rapport à un effectif de talent, elle se résume selon les organisations, hein, puisqu'il y a des différences dans les entreprises, elle va de 1 à 10, 12, 13% des effectifs considérés comme haut potentiel. Donc là, il va y avoir souvent une attention particulière à les promouvoir, les former, etc. Et puis ceux qui font partie de l'attention également sont les talents à risque, et bien, tout simplement parce que ils ne tiennent pas correctement leur poste, et ça amène de manière très visible à se poser la question de il faut très vite qu'ils arrivent au niveau du poste, et sinon il y a une décision à prendre qui est de les orienter à l'extérieur de l'entreprise. Donc il y a souvent un focus qui est fait sur ces deux pôles-là. Et en vérité, c'est l'ensemble des talents, hein, on en a parlé au tout début, qui fait avancer l'entreprise. Donc, cette Ninebox, elle est intéressante parce qu'elle situe les gens. Elle est, on va dire, limitante parce qu'elle vous positionne à un endroit donné, alors que le contexte, la manière dont vous êtes managé, le type de poste que vous prenez peut faire que vous allez vous réaliser plus en performance ou vous réaliser plus en potentiel. Donc, d'un côté, cette Ninebox, elle est revue quand elle est bien en place chaque année, mais il y a aussi le risque, le fait qu'on s'installe on positionne les personnes à un endroit donné et qu'elles-mêmes, parce qu'il y a des approches très différentes et des débats sans fin sur est-ce qu'on informe les talents qui sont talents ou est-ce qu'on ne les informe pas. Donc ça, c'est un débat sans fin qui est impossible de trancher. Il y a, on va dire, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, il y avait plutôt une position de ne pas informer les talents qui sont talents. En revanche, j'ai travaillé sur des programmes de développement qui les concernaient, et dans lesquels ils se doutaient bien que si on investissait sur eux, sur leur développement de compétences, c'était pour avoir de nouveaux postes ou de nouvelles opportunités. Voilà, à ce stade, voilà une présentation donc de la Ninebox. Est-ce que vous la connaissiez? Et peut-être certains d'entre vous la connaissent ou la pratiquent. Et peut-être que vous pouvez aussi enrichir à ce stade de votre expérience ou de vos questions, parce que vous avez certainement des questions au sujet de cette Ninebox. N'hésitez pas à vous manifester encore une fois. Et puis, en attendant que vous puissiez commenter,
Peut-être vous dire aussi que derrière cette 9box, il y a des éléments de définition, hein. C'est pour ça que je vous ai présenté en amont ce qu'était la performance et le potentiel. La performance, la source d'information, c'est l'entretien d'évaluation ou le bilan continu d'évaluation, hein, pour ceux qui le font, on va dire, au fur et à mesure. Mais donc, c'est l'entretien annuel à minima, qui est la source pour positionner la performance. Et puis, pour positionner le potentiel, ce sont là aussi des éléments qui sont discutés. Il y a une définition. S'il n'y a pas de définition et qu'on positionne directement sur la 9box parce que, ah ben oui, pour moi, il performe pas très bien, mais il a un haut potentiel. Oui, mais sur quoi vous basez-vous? Donc ça, c'est l'outil indispensable au préalable, c'est s'être accordé sur ces définitions. Et une fois qu'on a les définitions, on peut positionner les choses parce qu'on parle, on a un minimum, un socle commun. Sinon, chacun y va de son positionnement et c'est facile de positionner sur une impression, une expérience, etc. Donc, ça montre bien qu'un outil ne fait que ce qu'il peut faire et qu'il sera un outil support que la manière dont il est introduit, l'intention avec laquelle il est utilisé, lui, il ne fait que ce qu'il peut faire et que ce qu'il sait faire. Alors, une fois qu'on a eu cette 9box et qu'on l'a déployée, on a pu mettre en place des talent review, donc, dont l'objet était de soutenir le développement des collaborateurs, c'est-à-dire de prendre des décisions de développement et des décisions de mobilité, entre autres, mais pas que. Donc, ce qui est central et qui va bien, c'est de remettre le manager au centre du dispositif, ou les managers au sens large. Et que, on va dire ceci, cet outil-là, il a été utilisé, en tout cas dans l'organisation dans laquelle j'étais, pour toutes les fonctions support, fonctions opérationnelles, et que chaque leader était impliqué dans le fait de renseigner ces informations et impliqué dans les talent review. Accompagnés par les RH, ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que les RH, ils sont en quelque sorte les facilitateurs, les modérateurs, les garants de la manière dont le dispositif se fait, mais aussi ce sont ceux qui vont défendre le temps qui va être accordé à ces talent review. Le plus souvent, elles sont formalisées une fois par an. Alors, une talent review réunit, par exemple, les principaux membres du CODIR, tous les membres du CODIR. Elle est préparée en amont, c'est-à-dire que c'est cette cartographie ou une cartographie partielle selon ce qu'on a décidé est réalisée en amont du meeting, qu'on ne va pas... alors, il y a la talent review totale, on va parler de tout le monde. Bon, là, c'est certaines fois un challenge plus qu'épuisant. On peut aussi décider dans l'agenda de parler d'une filière ou de deux filières, de faire un focus, de commencer par un focus, et ça encore, c'est relié aux besoins. Et donc là, c'est chaque manager qui va parler de ses talents, des talents qu'il a évalués et qui va, lui, porter ce qu'il anticipe, ce qu'il recommande pour ses talents. Le fait de le faire ensemble au sein du CODIR, ça permet de recueillir les perceptions des autres managers. Parce que souvent, on va dire, les personnes n'ont pas été exposées qu'à un service, elles peuvent avoir été exposées à différents départements d'une organisation. Et là, on peut collecter une vision collégiale. On peut enrichir sa propre vision de manager. Et ces talent reviews, ça a été sans doute un des aspects les plus positifs de cette approche, c'est l'intérêt que les managers ont vu d'être réunis à un moment donné pour parler de leurs talents.
Et ça a été sans doute un des aspects qui a le plus montré l'intérêt. Et puis, comment, la question du comment, c'est que la talent review, c'est un moment T. Et ça veut dire que le manager, tout au long de l'année, de manière formelle, informelle, a des échanges avec ses collaborateurs les plus proches pour pouvoir effectuer cette mesure de potentiel et de performance. Donc, c'est plus l'aboutissement que juste le point d'orgue seul et unique. Donc, à quel moment on utilise la Ninebox et pourquoi faire? Eh bien, elle peut être utile pour éclairer des décisions. Elle est liée à la mobilité, à le fait de faire d'évoluer dans une carrière ou dans une voie professionnelle. Justement, parler de diversité, on peut se dire qu'on a peut-être une personne dans une fonction qui a une envie et qui a la capacité d'évoluer dans un autre type de métier, peut-être que voilà, c'est aussi ça, cette talent review et l'utilisation de cette Ninebox, c'est de regarder les profils différemment. Et en premier lieu, ça peut être un très bon éclairage aussi, un très bon alignement avec les décisions qu'on prend sur les rémunérations variables, dans le cas où les rémunérations tout court, dans le cas où on souhaite aussi mettre des critères qui vont être des critères plus homogènes et en se fondant sur quelque chose de plus collégial. Donc, éclairer des décisions, c'est une des vocations de la Ninebox. Et puis, un des seconds bénéfices dont je parlais juste avant, c'est un outil de développement pour les managers de l'entreprise parce que ça amène à considérer leurs équipes sous des angles beaucoup plus, que je qualifierais de plus complets, à aller beaucoup plus loin dans l'analyse des compétences de leurs collaborateurs et ça permet une discussion structurée sur les talents, une discussion partagée et dans des organisations qui se transforment en permanence, eh bien, ça permet d'accompagner la transformation puisque on va avoir une vue partagée des ressources, une mise en commun et une transformation progressive. Donc, ça peut avoir ces vertus-là. Alors, en contrepartie, effectivement, c'est consommateur de temps, donc il faut investir du temps. Et j'avais pour habitude de dire, on investit du temps sur un certain nombre d'outils, processus, déploiement d'outils IT, et pourquoi on n'en utiliserait pas un petit peu pour se réunir et parler des ressources vives de l'entreprise. Pour moi, ce n'est pas choquant d'investir du temps, mais c'est toujours un challenge, il faut le savoir. Alors, je vous ai remis là une slide que j'avais conçue pour motiver les troupes, pour rappeler que finalement, les talent review, c'est un moyen, mais pour travailler sur la mobilité, le développement, décider des actions de développement et les promotions. Donc, remettre au centre ce pourquoi c'est censé servir et non pas le processus. Et en ce cas-là, le processus doit rester simple, il doit rester flexible. On peut faire des compromis, on peut faire des changements régulièrement. Et puis, ce qui doit être facilité, ce sont les conversations entre les managers et leurs collaborateurs au sein de la talent review. Et ce qui est essentiel pour les talents, c'est qu'il y ait des décisions après, que les talents voient les décisions. Donc, il y a des moments différents, mais en tout cas, dans l'organisation dans laquelle j'étais, le développement des talents était mis en avant, il était promu au sein de l'organisation, donc les talents s'attendaient à ce qu'il y ait des décisions. Ils étaient en demande de est-ce que je vais bouger, est-ce que je vais avoir une formation, que va me dire mon manager. Donc, c'est engageant pour les managers parce que si là, ça fait partie de l'expérience talent, eh bien, ça devient un touch point important. Et puis, enfin, le fait de pouvoir harmoniser les talent review avec les décisions de rémunération,
ça donne un aspect de cohérence qui n'est pas négligeable non plus. Et puis le rappel que j'avais fait, hein, c'est le reporting en soi, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité, pour qu'on dédie plus de temps aux conversations et à la discussion sur performance potentielle et puis vers où va l'organisation que le reporting lui-même. Peut-être là aussi, hein, n'hésitez pas s'il y a des questions, des réactions, vous voulez amorcer une question de débat, n'hésitez pas. Juste une chose, Maria, mais je vois que le temps avance. Moi, ce que je suis passionnée par ce que tu dis et surtout ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on a un peu, enfin, je sais pas, mais moi, j'avais un peu l'impression que justement, ce job-là, il était très reporting et de ce que j'entends, et ce que je trouve, ça redonne vraiment du sens au RH, entre guillemets, c'est pas qu'il en est perdu, mais où tu dis c'est vraiment du temps, on est vraiment sur de l'humain, tu vois, on associe les deux et moi, je trouve que c'est très inspirant pour moi, voilà. Ben, en fait, le reporting, c'est vraiment un moyen. Donc, donc moi, mon rôle, c'était de travailler avec la communauté RH, de me mettre au service de la communauté RH par rapport à une stratégie d'entreprise. Et donc, outre le fait qu'il y avait un mandat pour que le global ait l'information de où étaient ses talents, il y avait un besoin qui était général dans toutes les business units. Donc, toutes les business units ont porté ce même message et mon rôle à moi, c'était en quelque sorte donner les bons outils et acculturer tout le monde à l'intérêt de la démarche, au fait de professionnaliser la communauté, de l'équiper pour qu'elle puisse jouer son rôle d'accompagnant. Donc, il y a y compris eu des formations sur ce que pouvaient être les talent conversation, sur comment accompagner les managers là-dedans, leur faire prendre conscience. Donc, on a équipé la communauté RH pour qu'elle puisse monter en compétence sur ce rôle-là qui était attendu un peu partout et qu'elle puisse se positionner en facilitateur, préparateur, coach des managers. Donc, c'est dans ce sens-là, ça c'était un des volets vraiment très importants puisque ça redonnait, on va dire aussi localement au RH toute sa place sur ce sujet. Hein. Donc ça, c'était assez, je pense, bénéfique dans le rôle. Alors, pour avancer, donc qui dit talent management, là j'ai parlé d'un tout petit aspect puisqu'aujourd'hui le talent c'est plus large. Hein. C'est effectivement la détection des talents, avec quels outils, quelle est la prise de risque. Le talent commence à partir de mon image employeur, dans mes relations école. Donc, on parle talent à tous les étages avant que le salarié arrive dans l'entreprise et puis à différents moments. Et puis, on en parle. Donc là, c'est là où moi, je me suis un petit peu plus attardée sur cette partie carrière, mais qui est très connectée à l'évolution de la rémunération, la formation dont je vais disposer, comment je vais coacher et développer. Donc, moi, je me suis attardée sur un petit espace, alors qu'aujourd'hui, maintenant, le talent management est beaucoup plus large, hein, et qui commence avant même l'arrivée dans l'entreprise. Alors, les changements, c'est cette notion d'expérience et sur laquelle l'entreprise s'est mobilisée ces dernières années pour prendre en compte le fait d'accueillir les collaborateurs, de ne pas rater ce moment d'intégration, donc fait preuve de beaucoup de flexibilité. Ça a des impacts sur la culture managériale, hein, et ça change beaucoup le rôle et la posture RH. Je pense que le RH, il a de nouvelles cordes à son arc, ça densifie la mission. Et puis d'un autre côté, effectivement, l'employé, le talent, il a des besoins qui s'expriment de plus en plus de sens. Et c'est pour ça que quand on fait du talent management, en tout cas dans le talent management, il faut faire attention au sens, à la cohérence qu'on donne. Il vaut mieux en faire moins, mais être sûr que, on va dire, c'est logique par rapport à ce que l'entreprise véhicule par ailleurs. Hein.
pas vouloir en faire trop et de pas pouvoir atteindre les objectifs parce que ça risque de perturber finalement l'image, hein. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui disaient, ben, moi, j'ai été talent à cet endroit-là, dans cette organisation-là, on m'a formé, on ne me promeut pas. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Donc, quelque part, c'est inutile de vouloir faire des choses, sur des promesses, ou de s'engager dans une direction sur laquelle on ne maîtrise pas un peu le résultat. Sinon, on fait effectivement beaucoup de dégâts au niveau de la confiance. Ça, c'est un risque. Et tout le changement qu'on a voulu initier, ben, il ne porte pas ses fruits. Et puis, dans le talent management, il y a tellement d'autres ingrédients à prendre que ça rend vraiment la mission RH, je trouve, de plus en plus riche, mais aussi avec, encore une fois, le risque que ce talent management ou cette notion de talent et d'expérience devienne plus du marketing que de rester finalement, d'essayer de trouver la bonne combinaison entre les besoins de l'entreprise et les besoins des personnes du collectif et des individus qui travaillent. Et ça, ça rend le sujet extrêmement complexe. Alors, c'est pas on va dire, c'est une conclusion en mode d'ouverture à un débat encore plus large, mais pour le resituer, mon idée, en tout cas mon intention là, c'était plutôt de le resituer dans un ensemble, en montrant effectivement tous les aspects à en prendre en compte. Voilà, je ne sais pas si tu